Une marée humaine a envahi les rues de Paris pour expurger entre larmes et sourires la souffrance d'une folle semaine de violence. Ce fut un grand rassemblement qui a connu la présence de plusieurs personnalités du monde entier. Ce 12 janvier, Haïti célèbre le 5e anniversaire du séisme qui a tué 300 000 personnes, mais c'est aussi la fin du mandat du Parlement qui risque de pousser le pays dans l'impasse politique. Au Soudan, le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis plus de 25 ans, est candidat à sa réélection. Ce dernier a officiellement déposé sa candidature pour l'élection présidentielle d'avril 2015. Très heureux de vous retrouver sur SICA. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier. Nous ouvrons cette édition par la marche historique qui a eu lieu ce dimanche à Paris pour protester contre le terrorisme en province comme dans les rues de Paris en état de siège et marchant avec François Hollande et des dirigeants étrangers. Ils étaient plus de 3,3 millions de manifestants dans la France entière, selon les organisateurs, à défiler dans le calme ce dimanche. Reportage. Une journée historique. La France mobilisée dans la rue comme jamais elle ne l'a été, pas même lors de la libération de 1945. Après une semaine qui a bouleversé le pays et qui a vu 17 des siens tomber sous les balles des terroristes, une majorité de Français a choisi de ne plus se taire face à la barbarie. Dans toutes les villes, des marées humaines ont déferlé dans les rues. Le ministère de l'Intérieur annonce pas moins de 2,5 millions de manifestants en province. Des images impressionnantes, comme ici à Lyon, où plus de 200 000 personnes ont voulu défendre les valeurs de la France face aux menaces terroristes. À Bordeaux, ce sont plus de 140 000 personnes qui ont crié leur indignation. À Paris, le cortège a mis plusieurs heures pour débuter le parcours. Face à l'afflux constant de manifestants, environ 1,5 million selon les organisateurs, l'ensemble des grandes artères entourant les places de la République et de la Nation ont été noyées par une foule pacifique et bon enfant, toutes religions confondues, avec comme seul message non à la haine et au terrorisme. Je suis venue pour mes convictions, pour la conviction que la liberté doit être toujours chérie, quoi qu'il advienne. C'est surtout pour montrer que l'islam c'est pas ça. L'islam c'est pas la haine, c'est la paix. Et voilà, on s'aime autant les uns que les autres et on respecte toute religion. Pour moi, c'est comme perdre une personne de ma famille en fait, parce qu'ils m'ont toujours suivi. On les a suivis, nous, depuis très longtemps, depuis les années 60, la fin des années 60 à peu près. Et c'est un énorme chagrin déjà. Voilà ce que c'est la France. La France, c'est nous. C'est nous et c'est tout. C'est tout ce qu'on veut, être ensemble. On vous aime. Je suis ému de voir tant de monde qui crie Charlie, qui est sur les mêmes valeurs. Et je trouve que ça, c'est quelque chose de fondamental pour moi. Autre image historique, le lancement de la manifestation par une pléiade de chefs d'État du monde entier, unis, coude à coude, avec François Hollande, comme ici Angela Merkel, David Cameron, et plus inédit encore, Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou. L'instant d'émotion de cette journée, les familles des victimes et les survivants de la rédaction de Charlie Hebdo. Des survivants qui n'ont pu retenir leurs larmes, comme le chroniqueur Patrick Pelou, inconsolable depuis 5 jours par la perte de ses 12 compagnons. Escortés par un cordon, ils ont défilé dans le recueillement et sous les applaudissements de la foule émue, elle aussi, place de la Nation. Et c'est seulement vers 20h que les manifestants se sont dispersés. Une dispersion qui a eu lieu dans le calme et surtout sans aucun incident, malgré cette affluence totalement inédite. Autre destination dans ce journal à présent, ce 12 janvier, Haïti célèbre le 5e anniversaire du séisme qui a tué près de 300 000 personnes. Mais c'est aussi la fin du mandat du Parlement qui risque de se retrouver vidé de ses élus, faute d'accord sur un calendrier électoral. Le pays est aujourd'hui profondément divisé et son président, l'ancien chanteur Michel Martelly, est vilipendé à longueur de manifestations par une rue qui lui reproche son népotisme. Reportage. C'est presque devenu une habitude. L'opposition manifeste encore une fois dans les rues de Port-au-Prince. Leur cible, le président Michel Martelly, ancien chanteur, reconverti en politique. Élu quelques mois après le tremblement de terre, Martelly entretient depuis toujours une relation catastrophique avec le Parlement. On lui a demandé un jour, en 1997, ce qu'il ferait si d'aventure il devenait président d'Haïti. Il a répondu « La première chose que je ferai, c'est de supprimer le Parlement ». Après des années de conflits,
l'exécutif n'a pas encore réussi à se mettre d'accord avec le Parlement sur les modalités du prochain scrutin législatif. Sans accord, l'Assemblée ne sera pas renouvelée au terme de son mandat le 12 janvier. Une date qui, hasard du calendrier, marque aussi le 5e anniversaire du séisme. L'absence de Parlement permettrait à Martelly de gouverner par décret, une perspective qui inquiète les Haïtiens. Ils ne veulent pas qu'il gouverne par décret parce qu'ils ont peur qu'il échappe à tout contrôle et ils craignent que ses pires instincts prennent le dessus. Il pourrait être tenté de ne pas se placer du côté des institutions et du processus démocratique. Alors que la fin de la session parlementaire approche à grands pas, des tentatives de compromis ont eu lieu sous l'impulsion d'une commission présidentielle. L'application de cette solution exige de tous les acteurs des sacrifices exigés du Premier ministre. Comprendre qu'aujourd'hui, sa démission constitue un élément essentiel dans la recherche de l'apaisement. Signe de détente peut-être, le Premier ministre Laurent Lamotte a accepté de démissionner et un successeur, Evans Paul, a été choisi. Mais ce choix doit encore être validé par le Parlement avant la date fatidique du 12 janvier. Ça va être dur de se mettre d'accord parce que les partis impliqués ne sont pas habitués au compromis. Mais s'ils y arrivent, et on est presque à cette date limite, donc peut-être qu'ils vont y arriver, alors je pense que cela pourrait ouvrir la voie à un renforcement des institutions démocratiques en Haïti. À l'image de ces bâtiments publics officiels, le paysage politique haïtien reste 5 ans après le séisme, un vaste chantier. Au Nigeria, 2 femmes kamikazes se sont fait exploser ce dimanche, tuant 4 personnes sur un marché bondé de Potiskum samedi. La ville a déjà été touchée par un attentat à la voiture piégée. Les explosions ont eu lieu sur le marché de Kazouar-Diagoual à un moment de la journée où ce lieu est très fréquenté dans la capitale économique de l'état de Yobe. L'une des kamikazes est âgée d'une quinzaine d'années et l'autre d'une vingtaine, selon une source sécuritaire. La première kamikaze a déclenché sa bombe à l'entrée du marché où des volontaires contrôlaient les personnes entrant dans le marché à l'aide de détecteurs de métaux. La seconde femme a été terrorisée par l'explosion et a essayé de traverser la rue, mais elle a explosé elle aussi, selon des témoins. Au Soudan, le président Omar el-Béchir, au pouvoir depuis plus de 25 ans, a officiellement déposé sa candidature pour l'élection présidentielle d'avril prochain. Une candidature qui intervient alors que sa gestion est contestée par une opposition qui réclame constamment sa démission. Reportage. La commission électorale au Soudan a reçu dimanche la candidature du président sortant Omar el-Béchir pour le scrutin présidentiel du 13 avril prochain. Un scrutin pour lequel il part favori selon ses partisans. Le comité national a déposé la candidature du citoyen Omar Hassan Ahmed el-Béchir pour la présidence de la République. Cette candidature a été déposée par un comité de soutien au président sortant, formé de personnalités politiques, religieuses, sportives et culturelles. Âgé de 71 ans, Omar el-Béchir dirige le Soudan depuis plus de 25 ans. Arrivé au pouvoir à la faveur d'un coup d'État militaire en 1989, il est réclamé par la Cour pénale internationale pour répondre d'accusations de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour, une région de l'Ouest soudanais. Il est à la tête d'un grand pays, secoué par de multiples crises économiques et sociales et ravagé par des conflits, notamment celui au Darfour depuis 2003, qui a fait plus de 300 000 morts selon l'ONU. Le Burkina Faso à présent, environ 3000 personnes ont demandé ce dimanche à Djibril Bassolé, l'ex-chef de la diplomatie du président déchu Blaise Compaoré, de se porter candidat à l'élection présidentielle de novembre 2015. Mais Djibril Bassolé, absent de ce rassemblement lancé par des organisations de jeunes et de femmes, ne s'était pas non plus fait représenter. Chef de la diplomatie de Blaise Compaoré jusqu'à sa chute le 31 octobre dernier, il était le principal négociateur dans les crises politiques en Afrique de l'Ouest pour lesquelles l'ex
l'ex-président Compaoré a fait office de médiateur. Selon plusieurs sources, Djibril Bassolé devrait se présenter en candidat indépendant lors des prochaines élections présidentielles prévues pour novembre 2015. Et puis toujours au Burkina Faso, contesté depuis sa nomination le 23 novembre 2014 dernier, le ministre en charge des infrastructures et du transport a fini par céder. Moumouni Diengede, c'est son nom, a en effet démissionné de son poste le 8 janvier dernier. Condamné à 4 mois du moins de prison en septembre 1996 par une cour de justice en Floride aux États-Unis, Diengede a donc été rattrapé par son passé. Il a fini par déposer son tablier grâce à la détermination de la société civile et des syndicats burkinabés à veiller au respect de l'esprit de la charte de la transition. Les précisions ici avec Claude Romba, il est le correspondant de Sika TV au Burkina Faso. C'est le pilote d'un bras de fer qui aura duré près de 2 mois. Le ministre Moumouni Guiguimdé, contesté depuis sa prise de fonction par le personnel du ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports, la société civile et les syndicats, a fini par démissionner jeudi. Il lui est reproché d'avoir séjourné en prison pour une sombre affaire d'achat d'avions aux États-Unis, accusé également d'avoir immatriculé frauduleusement des aéronefs pour le Hajj 2010 et de détenir de faux diplômes ou d'avoir plusieurs identités. Bref, pour Bassolma Bazié, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Burkina, son profil était contraire à l'article 15 de la charte de la transition. Le cas Guiguemdé vient nous indiquer que nous soyons au Burkina ou à l'extérieur du Burkina, tout ce que nous posons comme acte peut nous rattraper. Et ça, c'est ça qu'on appelle la justice du peuple, la sentence du peuple. Il faut que le peuple prenne ses responsabilités par contrôle, analyser et épurer ses dirigeants. Il faut une purification. Il faut les enlever. Après Adama Sagnon, l'ancien procureur rattrapé par son passé, lui qui avait prononcé le non-lieu dans l'affaire Norbert Zongo, contraint à jeter l'éponge 2 jours seulement après sa nomination au poste de ministre de la Culture. Guiguimdé est donc la deuxième victime des contestations populaires dans le gouvernement de transition. Une autre victoire du peuple qui sonne comme un signal fort en direction des nouveaux dirigeants. Les émoluments des députés, ça fait 1 778 000 francs par mois. Nous sommes contre les émoluments qui sont servis aux députés. Et nous sommes en train de nous organiser. Et nous attendons, parce que depuis même qu'ils sont là, et ils ont dit qu'ils vont faire lire des textes, nous attendons la relecture des textes. Nous avons suspendu par patriotisme aussi notre mot d'ordre de grève, suspendu, pas levé. Les députés de la transition, avec leurs émoluments estimés à 50 fois le salaire moyen, semblent être désormais la prochaine cible des manifestations. Un tour rapide en Éthiopie pour boucler cette édition. Un incendie a détruit ce dimanche le plus vieil hôtel de la capitale et l'un des clubs de jazz les plus populaires d'Addis Abeba. Le Tetu Hotel était un emblème de la ville et le club Jazz Amber, avoisinant l'hôtel, était célèbre pour ses spectacles. Reportage. Taitu Hotel et son voisin Jazz Amber Lodge étaient des monuments de la ville historique et culturelle. Au moins la moitié de l'hôtel était visiblement vidée, tandis que le salon Jazz Amber a été complètement détruit. Des témoins affirment que le feu a commencé et s'est propagé très vite dans tout le bâtiment. We were shooed straight out the main door to find that nous avons été chassés directement par la porte principale pour découvrir que sur le côté gauche de l'hôtel, un incendie venait de commencer. Et en 5 minutes, le bâtiment en entier était en flammes et de la fumée sortait par l'avant-toit. Et ça a pris environ 10 minutes aux sapeurs-pompiers pour venir. Mais c'était déjà fini à ce moment-là. La fumée est devenue épaisse très rapidement. Je n'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. Mais nous avons sorti notre équipement, nos objets de valeur et comme de vrais héros, nous avons couru. Yeah, it's home. I don't want to be in that situation again. But we got our gear out, got our valuables out, and like true heroes, we ran out. Des dizaines d'équipes de pompiers et la police ont assisté à la scène de l'incendie, tandis que les éléments de l'hôtel récupérés de l'intérieur ont été empilés dans les jardins. Le site de Jazz Amber prétend qu'il a été le premier à jouer à Addis Club Ethio Jazz Live tous les soirs de la semaine. Le lieu était populaire auprès des musiciens Ethio Jazz vétérans. Situé dans le quartier historique de la Piazza banlieue d'Addis Abeba, le guide Lonely Planet dit l'hôtel Taitu a été construit en 1907. Le site de l'hôtel dit que Taitu a été créé par l'impératrice Taitu Betul, épouse de l'empereur éthiopien Ménélik II, comme un lieu pour les clients de la capitale pour se reposer et dîner.
Voilà, ce sera tout pour cette édition. La sagesse africaine du jour nous dit ceci: une calebasse pleine de lait s'éloigne toujours de la bagarre entre gourdins. Une calebasse pleine de lait s'éloigne toujours de la bagarre entre gourdins. Merci de nous avoir suivis. C'était l'édition matinale sur Sika TV. Retenez que l'information se poursuit sur www.sikatv.info.